va déjà se présenter. Donc, on est deux personnes de Benoît présentes pour le live d'aujourd'hui. Donc, Boubacar Diallo, qui suis ici présent. Et moi, Vincent Renaud, qui suis associé à Boubacar au sein de Benoît. Voilà, donc en attendant que tout le monde soit là, je pense qu'on est pratiquement au complet. Juste pour vous expliquer comment on va essayer d'organiser ce live, on a décidé finalement d'essayer de vous parler de nous tout d'abord, parce que c'est vrai qu'on est sur WeSeed maintenant depuis quelques mois et qu'on échange aussi via les commentaires sur WeSeed, mais c'est aussi bien de pouvoir se voir, même si c'est pas en vrai, mais se voir déjà de manière virtuelle. Ensuite, vous parlez du projet, parce que c'est pour ça qu'on est là, vous donner quelques détails sur le projet Benoît, sur le modèle que l'on met en place depuis quelques années, les premiers résultats qu'on a, et on terminera par une session de questions-réponses. Donc, ce que l'on vous propose, c'est qu'on puisse dérouler les 4 premières parties de la présentation. Si vous avez des questions, j'imagine qu'elles seront nombreuses d'ailleurs, je vous invite à ce qu'elles soient posées pour la fin, pour la partie questions-réponses. Donc, on fera en sorte de pouvoir répondre à l'ensemble des questions à la fin de la présentation. Pour notre présentation, on se donne 15 minutes qui peuvent démarrer dès maintenant. Alors, si on passe à la slide d'après, juste la partie la plus importante, vous nous voyez déjà, mais c'était important aussi de reparler rapidement de nous, de l'équipe Benoît, l'équipe des fondateurs. Donc, on est 2 fondateurs. Je me suis présenté déjà tout à l'heure. Pour les retardataires, je le redis. Donc, je m'appelle Boubacar Diallo. J'ai fondé Benoît avec Vincent il y a maintenant 2 ans. Moi, je venais du secteur financier. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur bancaire, dans des activités de financement de projets et de financement à l'international. Et j'ai eu envie, il y a très longtemps déjà, d'essayer de basculer sur des activités liées aux énergies renouvelables et apporter des choses aussi à l'électrification en Afrique. Moi, je suis Vincent Renaud. Après une vingtaine d'années en Afrique, avec une compétence en développement rural, en renforcement des capacités des organisations locales, africaines en l'occurrence. Je suis rentré en France et j'avais envie de m'investir dans un projet qui soit pas seulement ONG, mais qui porte le risque d'un entrepreneuriat qui cherche à la fois l'impact social et la rentabilité financière. Et la rencontre avec Boubacar a été pour moi le moment de dire, tiens, là, il y a 2 sujets qui peut nous emmener assez loin. D'autant que l'accès à l'énergie est vraiment une demande cruciale si on s'intéresse aux questions de développement et de développement économique. Voilà comment l'aventure a commencé entre nous et comment elle se poursuit maintenant avec vous. Bon, on n'est pas seul, il y a une équipe qui est aussi également derrière nous pour différents sujets. Et on est également accompagné, on est basé à Bordeaux, et à Bordeaux, on est accompagné par le campement Darwin, où on est actuellement, par la région Aquitaine, par l'accélérateur Emera qu'on a rejoint tout récemment, et par le pôle finance innovation qui nous avait labellisé en 2016 pour nos process et de mise en place de projets. On va passer à la suite dans notre timing. Alors, la première chose, évidemment, c'est de parler du besoin de la montagne à laquelle on s'attaque. Pour l'Afrique de l'Ouest, 250 millions de personnes sans accès à l'électricité. On entend par là une source d'énergie fiable en termes financiers, puisque ça s'évalue, c'est un marché annuel de 15 milliards d'euros, mais qui est peu investi. Je parlais d'une source d'énergie fiable parce qu'en fait, les gens dépensent déjà beaucoup d'argent, beaucoup de leur argent pour accéder à l'énergie, que ce soit les bougies, le pétrole, les piles jetables ou le carburant pour mettre dans des petits groupes électrogènes. Et cette dépense, elle grève leur budget à hauteur de 20%. À titre comparatif, en France, l'énergie représente plus ou moins 6% de nos revenus qui sont consacrés. Alors, nous avons fait des enquêtes terrain que nous avons croisées aussi avec d'autres données, d'autres enquêtes faites par d'autres acteurs, et la capacité moyenne de paiement est de 5 euros par mois. Ça paraît peu à titre individuel, mais à l'échelle du marché, c'est quelque chose qui peut être assez considérable. Dernier élément qui est très important, c'est que
il y a une croissance démographique très forte en Afrique. Et ces 250 millions de personnes, ils augmentent ils augmentent tout le temps. Ce qui fait qu'une solution qui paraît bien dimensionnée pour aujourd'hui, elle est amenée à évoluer très très vite à cause de l'augmentation de la population et aussi à cause de l'augmentation du niveau de vie. Et voilà pourquoi on a réfléchi à la solution qu'on va vous présenter maintenant. L'idée, c'est de pouvoir commencer dans un village sans couvrir immédiatement tous les besoins, mais pouvoir le faire demain. Donc notre solution, elle est basée sur une agence, qui est un kiosque solaire, qui est tenu par un entrepreneur, un agent formé et équipé d'une solution de mobile banking qui permet de payer, mais aussi de gérer cette infrastructure. Et ce kiosque solaire, il ne vend pas d'électricité directement, mais il vend des services liés à l'énergie et qui manquent dans les villages. Qu'il s'agisse de recharge, de batterie, téléphone, de photocopie. Les écoles, il y a très peu d'éditions, donc il y a un gros besoin de photocopie, environ 500 photocopies par élève en classe d'examen. Et il y a aussi besoin de congélation, d'accès au froid. L'Afrique, les zones rurales sont marquées par un manque de protéines et la chaîne du froid permet d'améliorer la ration alimentaire. Alors, à partir de cette agence aussi, on peut louer ou vendre des kits solaires, c'est-à-dire c'est des petits panneaux avec des petites batteries où sont reliés des prises et puis des ampoules qui peuvent être mises en location aux foyers qui sont éloignés de l'agence. Et puis, dans un deuxième temps ou un troisième temps, c'est ce que j'expliquais précédemment, à partir de la donnée qu'on collecte dans ces agences, les besoins, les capacités de paiement des gens, on peut envisager une solution plus globale qui va couvrir l'ensemble des besoins, en particulier les besoins liés à l'activité économique. Voilà le modèle que nous déployons en Afrique et que nous avons déjà déployé dans un village au Togo. Ouais. Sur la prochaine slide, voilà quelques photos de cette agence à Djekoué, avec l'insigne Benou que vous reconnaissez, les panneaux solaires, la photocopie, une télévision et des techniciens, c'est important pour nous. Ce sont des techniciens togolais qui l'ont monté, qui l'ont très bien monté. Nous avons essayé aussi, vous voyez, d'utiliser des matériaux locaux pour que l'agence soit éco-construite localement. À partir de cette agence, ça c'est la partie physique, mais derrière, il y a un modèle que je laisse Boubacar présenter. Alors, un point important par rapport à ce que vous a présenté Vincent au travers de la solution, c'est de parler un peu du positionnement de notre activité. Il faut savoir qu'on est dans le marché de l'accès à l'énergie de manière générale et dans le marché des solutions décentralisées par le photovoltaïque. C'est vraiment le point important. On est plutôt concentré sur le marché africain, donc il y a du soleil, vous le savez tous, donc c'est vraiment des solutions qui ont un impact fort pour les populations locales. Je distinguerai 3 segments de marché principaux. Le premier que vous voyez, qu'on appelle celui des systèmes autonomes, c'est le plus répandu. J'ai mis quelques acteurs qui sont connus, c'est un secteur qui est en plein boom et qui représente surtout les petits systèmes solaires qu'a pu évoquer Vincent juste tout à l'heure. C'est surtout pour des foyers. C'est pour ce qu'on appelle du business B2C. C'est vraiment pour que les foyers puissent puissent recharger leur téléphone et avoir accès, lorsque les panneaux sont plus puissants, jusqu'à une télévision. Ensuite, on a le segment des microgrids. Les microgrids, qui peut être un segment très, très large, mais je dirais que dedans, on va retrouver des solutions comme l'agence énergie, qui ont des puissances comprises entre 1 kW et 30 kW. Ça peut quand même aller assez loin, mais on est là sur des logiques aussi de pouvoir équiper les foyers, mais vraiment des foyers qui ont les capacités, mais aussi de pouvoir équiper des commerces et être aussi sur des logiques de consommation d'énergie communautaire. C'est un peu sur ça qu'on se positionne aujourd'hui, sur le démarrage des activités de Benou. Et enfin, il y a un dernier secteur qu'on appelle le secteur des mini-grids, où on va être plutôt sur des puissances qui vont être supérieures à 30 kW. Et sur ces mini-grids, on va retrouver des gros acteurs comme Engie et E.ON, qui sont des acteurs de l'énergie et qui vont plutôt être sur une vraie logique de distribution d'énergie en local, dans les villages, vraiment pouvoir électrifier de manière globale. Donc nous, notre parti pris, c'est qu'on ne peut pas passer directement dans les villages en mini-grid parce que ça suppose des investissements financiers qui sont importants pour un besoin qui n'est pas clairement identifié.
Donc nous, ce que l'on lance via nos activités, c'est plutôt de démarrer sur un besoin bien calibré d'un point de vue financier pour que les personnes puissent avoir des accès aux services, mieux pouvoir calibrer les besoins par une étude constante des données et derrière de pouvoir basculer sur le segment des mini-réseaux en partenariat avec d'autres acteurs. D'ailleurs, si l'on continue sur la slide suivante, on peut détailler finalement notre business model comme ayant un objectif clair. C'est celui de commercialiser des agences énergie avec un objectif qui est clair, c'est celui de valoriser la production d'énergie de ces installations et pouvoir également derrière, étant donné qu'on a un entrepreneur, qu'on a une solution de paiement mobile intégrée et que l'on a une connaissance du village qui dépasse le domaine de l'énergie, de pouvoir collecter toute une série de data qui vont servir derrière à réaliser des études pour l'électrification plus avancée de ces villages. Donc, on est vraiment sur un modèle qu'on appelle d'électrification par essaimage. On essaie de partir sur une solution simple que l'on va mettre dans un village et on essaye d'élargir cette activité au fur et à mesure du temps. Alors, on vous a montré les photos tout à l'heure de Jekwe, notre première agence. On a réalisé un premier bilan à 6 mois pour voir un peu comment ça prenait. Je rappelle que c'est un prototype, donc qui avait vraiment pour intention, pour fonction, de nous montrer ce qui marchait moins bien, et dans quelle direction il fallait aller pour les prochaines agences. Alors, au bout de 6 mois, les résultats sont vraiment encourageants. D'abord, puisque c'est une activité économique avec un chiffre d'affaires de 2 000 euros et une consommation de 380 kW. Ça veut dire que les kilowatts ont été bien valorisés à travers notamment le froid, la congélation et la photocopieuse. Le chiffre que vous voyez tout en bas, pour nous, il est très important, c'est que chaque kilowattheure a généré 5 euros de chiffre d'affaires. C'est très encourageant. À nous maintenant de dimensionner, d'écouter aussi ce que les gens nous disent pour améliorer l'agence. Et c'est ce que nous avons fait avec une enquête de satisfaction et une enquête d'impact. Nous essayons toujours de mesurer non seulement la rentabilité, mais quel impact social ça peut avoir sur les populations. Le chiffre clé, un des chiffres clés, c'est l'agence a permis plus de 1800 heures de lumière. Et c'est un point très important qui se traduit directement par une qualité d'étude pour les enfants, par un sentiment de sécurité pour les familles qui peuvent passer la soirée, une partie de la nuit, en sachant que s'il se passe quelque chose, ils sont éclairés. Pour l'éducation, plus de 2500 photocopies. Ça évite aux gens d'aller à 10, 15, 20 km pour faire des photocopies qui leur reviendraient encore plus cher. Et puis, le chiffre du haut, qui pour nous est vraiment encourageant, 75% des foyers utilisent ou ont utilisé au moins une fois l'agence. Ça veut dire qu'il y a une adhésion claire à ce que l'agence propose. Maintenant, dans cette enquête, nous avons pu mesurer aussi ce vers quoi nous pouvions aller ou insister davantage. Très clairement, les gens demandent davantage de kits solaires en location. Il y a plus de familles qui sont prêtes à payer que ce que nous avions estimé au début pour avoir des solutions de kits solaires chez elles. Il y a aussi un besoin en froid, en disant que c'est vraiment quelque chose qui améliore la ration alimentaire. Donc voilà, sur cette base-là, nous allons dimensionner une deuxième version de nos agences énergie. C'est celle qui va être déployée dès la fin de cette campagne WeSeed. Alors, si je rentre plus en détail justement sur ce plan de déploiement, je vais revenir juste très rapidement sur de là où on vient et que Vincent a décrit, c'est cette première phase que j'appellerais de prototypage et de travail sur le terrain, qu'on a surtout mené entre fin 2015 et surtout l'année 2000, enfin pardon, surtout sur l'année 2016. Cette première phase-là, on a pu la financer, donc on avait levé des fonds auprès de Benou dès le démarrage, donc c'est ceux qui sont affichés sur la présentation, donc près de 300 000 euros, qui nous ont permis de lancer pas mal d'études de R&D, tant sur les au niveau des solutions de paiement utilisées dans le cadre du projet, que tout ce qui va être travail sur le terrain de développement pour trouver des nouveaux sites d'implantation.
plus ou également la concrétisation de partenariats, pas seulement au Togo, où aujourd'hui on est actif, mais aussi dans d'autres pays de la zone ouest africaine. Aujourd'hui, les 400 000 euros que l'on recherche sur WeSeed sont principalement pour être maintenant dans une phase de développement. Donc effectivement, Vincent vous a parlé de la V2 de l'agence, et c'est celle-là que l'on souhaite déployer dans les semaines à venir. Donc on a nos villages prêts à recevoir ces fameuses agences, après tout un travail d'étude et d'enquête qui a été réalisé en amont. Donc on prévoit d'en installer 11 entre fin 2017 et 2018. Ces 11 agences sont des agences que l'on gérera en propre, c'est-à-dire c'est vraiment Benoît qui reste propriétaire de ces agences, donc on les considère comme des investissements, et elles vont nous servir à travailler sur tout ce réseau d'entrepreneurs, agents qui vont être sur le terrain et avoir un pilotage fin de l'activité. Donc, à côté de ces 11 agences, il y a également aussi des agences qui seront vendues dans le cadre de projets de développement, soit des agences de développement, soit ce qu'on appelle des fonds d'infrastructure qui investissent dans ce type de solutions, parce que derrière, elles voient l'intérêt de l'électrification rurale à plus long terme. Si je rentre dans le détail de ces 400 000 euros, dans la slide suivante, vous allez pouvoir constater à quel niveau on est aujourd'hui sur la campagne. Donc, on y est presque. C'est ce que j'ai mis sur le premier point. Aujourd'hui, on considère qu'il nous reste 30 000 euros pour atteindre nos objectifs de campagne. Ces objectifs ne sont pas réalisés exclusivement avec WeSeed, mais également avec d'autres investisseurs que l'on a mobilisés depuis un certain temps. Aujourd'hui, sur la campagne WeSeed, on est aux alentours de 130 000 euros. Si je ne dis pas de bêtises, on doit plutôt être aux alentours de 136 entre le temps où on a finalisé la présentation et maintenant. Donc on est sur un très bon trend et très content de cette évolution de la campagne, alors qu'on avait démarré sur le mois de juin, donc on avait certaines inquiétudes avec les vacances d'été. Ensuite, on a des business angels aussi qui vont se positionnent parce que WeSeed se positionne, donc c'est très important pour nous. Akiti, qui est un fonds de la région Aquitaine, un fonds privé, mais avec des fonds de la région Aquitaine qui accordent des prêts d'honneur aux fondateurs pour qu'on puisse reprendre du risque dans la société. Donc, c'est vraiment nos objectifs parce qu'on est sur des objectifs long terme dans le développement de Benoît. Et également Electrify, qui est un fonds piloté par la Commission européenne, enfin pas piloté par la Commission européenne, mais pas avec des fonds de la Commission européenne, et qui, lui, va nous apporter 100 000 euros d'avance remboursable pour pouvoir continuer à faire des prototypes d'agences, mais beaucoup plus évoluées, c'est-à-dire des agences avec des puissances plus importantes, qui ressemblent plutôt au mini-réseau que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui vont nous permettre aussi de pouvoir basculer sur des niveaux de projets qui vont être conséquents sur 2018-2019. Voilà globalement. On a essayé de faire court pour réussir à laisser un temps d'échange qui soit suffisant entre nous. Donc on a vu les questions arriver. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, on va faire un exercice qui va être assez difficile, c'est-à-dire de réussir à avoir toutes vos questions et essayer de vous répondre de la manière la plus précise possible et dans le bon ordre. Alors, je me propose pour répondre à une première question, comment vous accompagne ETD au Togo? Donc ETD, c'est une ONG togolaise, Entreprise, Territoire et Développement, qui est notre partenaire au Togo. Alors, on s'enrichit mutuellement, c'est l'idée d'un partenariat. Nous, on amène notre expertise, notre prototype, et ce qu'on trouve avec ETD, qui est une ONG spécialisée dans le développement, l'appui aux filières agricoles, agroéconomiques en zone rurale, et aussi au développement local, et aussi au développement durable. Donc, son champ d'action, c'est un partenaire qui travaille déjà sur le terrain, qui travaille déjà dans 250 villages auprès de 100 000, 200 000 personnes. Et nous, ça nous permet d'avoir un accès direct à ces zones rurales avec des gens qui savent déjà y travailler, qui connaissent les autorités locales, qui connaissent ce qu'on appelle le jeu d'acteurs. Et
ce partenariat. Nous, on vient avec une compétence propre qu'ils n'ont pas et eux amènent cette connaissance qu'ils ont du marché et la capacité à y travailler, fait que on a un accord gagnant-gagnant où on peut se déployer rapidement et à relativement grande échelle dans les zones rurales. Alors, on a une deuxième question. Bonjour, quel retour économique vous avez sur votre première installation? Alors, Vincent a répondu en partie. Peut-être que je peux compléter avec des éléments complémentaires. Donc, la première agence était un prototype. Donc, effectivement, on a réalisé 2 000 € de chiffre d'affaires sur les premiers 6 mois avec une production d'énergie qui doit être une consommation d'énergie aux alentours de 380 kWh. Donc, ce qui donne ce chiffre qui, pour nous, est très important, de 5 € de chiffre d'affaires par kilowattheure. Donc, ça, c'est vraiment la phase de prototypage pour nous, dans laquelle on est sur une agence où l'on teste et on voit les services. Par rapport à ce niveau de production, aujourd'hui, on voit que les projections par rapport aux besoins, par rapport au retour de satisfaction, on est sur des agences qui doivent générer aux alentours de 12 000 € de chiffre d'affaires par an. Ça, c'est un chiffre aujourd'hui qu'on peut pratiquement validé, étant donné le besoin en kit solaire qui est très important. Il faut savoir que sur la première agence prototype, on a juste 4 kits solaires qui sont en location, alors que le besoin par village est plutôt aux alentours d'une centaine de kits à mettre en location. Voilà globalement sur ces chiffres économiques au niveau de l'agence. Il y a une prochaine question que je propose de couper en deux. Concernant le système de paiement mobile que vous avez évoqué, comment fonctionne-t-il? Et la connexion est-elle suffisante dans les villages pour en avoir une utilisation fiable? Donc, je me propose pour répondre à la fin de la question, puisqu'en fait, c'est un de nos critères pour nous déployer, c'est d'abord de tester la connexion Internet pour voir où notre agence va pouvoir se connecter. Et dans le travail de pré-enquête, on a déjà fait ce travail dans la préfecture du Haut, là où on a identifié un certain nombre de villages, et sur tous les villages potentiels, on se concentrait vraiment là où la connexion était bonne. C'est un test assez simple à faire avec un téléphone, mais qui nous permet de nous assurer ce lien entre l'agence et Benou, de façon à sécuriser notre modèle d'affaires. Après, comment ça fonctionne? Je laisse Boubacar répondre. Comment ça fonctionne? Je pense sur la solution de paiement mobile. Je vais compléter juste un point justement sur cette question de connexion, mais qui se lie à la partie technologique. Il y a un autre élément important. La solution qu'on utilise aujourd'hui est une solution qui n'a pas besoin de 3G. En fait, elle fonctionne avec de la 2G. Pour une raison simple, c'est que c'est un modèle de paiement mobile qui fonctionne plutôt par appel téléphonique. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'un niveau de connexion important. Alors, comment ça fonctionne? On vous a parlé de l'entrepreneur tout à l'heure. Nos entrepreneurs qui travaillent sous le réseau du coup Benou sont équipés d'un téléphone mobile. Ce téléphone mobile de type smartphone a une application, donc une application qui est fournie par un prestataire qui s'appelle TagPay. Et avec ce système, il va pouvoir gérer les paiements à effectuer au niveau de l'agence. Quand il a un client qui vient au niveau de l'agence, il n'a pas besoin d'avoir un smartphone lui-même. Il a juste besoin d'un téléphone assez classique, les téléphones qu'on avait avant, à boutons avec les écrans noir et blanc. Et ce qu'il va faire, c'est l'agent va valider une transaction. Et pour finaliser la validation de la transaction, il va lancer un appel téléphonique à un serveur qui est en France. Et ce serveur va envoyer un message crypté au téléphone du client. Il va décrocher et un son crypté va être émis. Et il rapproche son téléphone avec le son crypté du téléphone de l'entrepreneur. Et c'est comme ça que se valide la transaction. En fait, ce qu'on dit entre nous, c'est que les deux téléphones se valident la transaction en chantant. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement. Et après, on a aussi une deuxième option de fonctionnement pour le paiement mobile, parce qu'on veut quand même avoir des options parallèles. C'est pour les zones où la connexion est peut-être plus faible, de pouvoir fonctionner avec les systèmes de paiement mobile locaux. Parce qu'il faut le savoir, le paiement mobile, ce n'est pas une innovation. En Afrique et dans les pays dans lesquels on opère, le paiement mobile est déjà très très bien installé. Il y a des opérateurs qui
qui ont aussi leur propre solution de paiement mobile avec transfert de compte à compte. Donc, on fait aussi en sorte, via notre solution, de pouvoir rajouter, globalement, de pouvoir plugger les solutions d'autres opérateurs pour qu'on puisse aussi fonctionner avec des solutions locales. Alors, une autre question, quel appui avez-vous sur place au Togo, au-delà de votre partenaire ETD, gouvernemental, associatif, etc. Alors, il y a plusieurs types en termes d'appui. Je vais reprendre à partir d'ETD, qui est notre partenaire. Après, avec lui, nous avons commencé à présenter notre projet depuis le début aux autorités, donc à l'autorité de régulation de l'énergie, aux autorités locales et aussi à la compagnie publique de distribution d'électricité. L'idée, bien évidemment, c'est qu'un tel projet ne peut pas se déployer sans l'accord, l'aval, voire l'appui des autorités. Mais il y a plusieurs façons pour elles de se positionner et ça fait l'objet d'une discussion récurrente entre nous. Un point qui est important, qui mérite d'être noté, c'est que pour passer de la vente de services qui ne nécessite pas d'autorisation à celle de distribution d'électricité dans le cadre de mini-réseaux, là, il y a besoin d'un accord formel. Cet accord est en cours de négociation. Après, les autres appuis, pour nous, c'est important de privilégier un lien fort avec un partenaire avec lequel nous allons aller vers d'autres acteurs dont nous avons besoin, notamment des prestataires techniques qui montent les agences, que ce soit des soudeurs, des menuisiers ou des électriciens. Et ensuite, effectivement, il y a d'autres gens qui, au Togo ou dans les autres pays, qui sont sur le même secteur de marché, donc nous sommes invités à rencontrer, voir comment on peut aussi collaborer, d'autres associations, d'autres acteurs. Mais j'insiste sur le fait que le partenariat fait que nous allons ensemble découvrir tous ces acteurs et travailler ou pas avec eux. Pour compléter sur ce point du partenariat, il faut bien comprendre que ETD et l'acteur local est vraiment ce qu'on appelle l'interface. Donc nous, on vient en complément, en appui pour jouer un rôle commun dans le déploiement des projets. Donc on apporte la technicité, on apporte la capacité de structuration financière dans les projets et on apporte également une connaissance plus élargie de la problématique de l'accès à l'énergie. Autre point plus concret, plus en termes d'anecdotes sur les partenariats et autres, au dernier déplacement qu'on a réalisé au Togo pour voir comment ça se passait, on a fait venir avec nous le directeur général de ce qu'on appelle la CET. Donc, la CET, c'est l'EDF local. Donc, il est venu parce qu'il sponsorise le projet. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec toute une série d'équipes de journalistes pour pouvoir aussi filmer ce qui se passe au niveau de l'agence, pas dans un but de communication externe, mais dans un but de communication auprès de son ministre de tutelle, qui est le ministre de l'Énergie. Et donc, du coup, de pouvoir aussi communiquer en se montrant comme personne présente et personne qui sponsorise le projet. Il y a une part de lobbying aussi qui est importante localement et qu'on mène avec ETD, parce que c'est important de replacer l'acteur de terrain comme la personne qui peut faciliter les accès aux autorités et aux différents acteurs de terrain, justement pour pouvoir être sur différents points. Alors, il y a une autre question. Comment évaluez-vous le besoin en énergie comparé à des besoins primaires comme la nourriture, par exemple, qui doivent naturellement privilégier? Pour nous, dans notre approche, c'est important de ne pas opposer les besoins parce que il y en a plusieurs. Alors, le Togo n'est pas en situation de crise alimentaire. On mange globalement à sa faim au Togo. Il y a des carences, notamment en protéines. Le Togo ne produit pas cette protéine. Et l'énergie, le froid, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, permet de contribuer à la logistique des protéines, que ce soit du poisson ou de la viande, et qui permet aux gens d'accéder à
accéder à ça. L'autre point qui est important, c'est que le développement économique, c'est-à-dire si les gens peuvent développer leur activité, ils vont développer aussi des revenus, de la consommation sur place, un petit marché local, et qui va permettre de créer de la richesse locale. Et du coup, d'augmenter les revenus et la capacité à satisfaire aux autres besoins que sont la santé, la nourriture, l'éducation. Mais c'est important de comprendre, et pour finir cette question, que nous ne créons pas le besoin. Notre solution, elle est viable parce qu'elle vient répondre à un besoin et ultimement parce que les gens ont envie et les moyens de se payer de l'énergie. S'ils considéraient que l'énergie n'était pas un besoin, tout notre modèle ne servirait à rien. Une autre question. Des concurrents de pays voisins, exemple BEG Ghana, pourrait-il être une menace pour Beno? Est-ce qu'il pourrait être une menace pour Beno? Alors, menace, d'un point de vue marketing, oui, parce que c'est un autre acteur du secteur de l'énergie. Après, il faut positionner la notion de menace par rapport au contexte marché. Le contexte marché africain, c'est 600 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. En zone ouest africaine, 250 milliards. Donc, j'ai envie de dire que quand on voit le marché global, il faut qu'il y ait des acteurs qui rentrent dans le marché pour montrer justement qu'il y a un intérêt et la possibilité de faire des choses nouvelles. Ça, c'est le premier point. Ensuite, des acteurs sur l'énergie, vous en avez sur plusieurs pays. Il y a également Off-Grid Electric qui est en Côte d'Ivoire. Il y a Suna qui se déploie au Sénégal. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est à la dimension d'une sous-région qui est très grande et qui est vaste, avec des besoins qui sont importants et, comme disait aussi Vincent, qui progressent, qui vont progresser dans le temps. Donc, je ne le considère pas comme une menace. Depuis le début du projet, on discute avec d'autres acteurs de l'énergie et ce n'est pas des menaces, on les voit plutôt comme des opportunités de collaboration et des opportunités d'inspiration pour voir comment on peut se déployer à plus long terme sur l'ensemble de la sous-région. Et pour continuer et finir sur cette question-là, mais plus sur les aspects de modèle, notre modèle s'appuie sur deux points clés, deux facteurs qui sont très importants. C'est l'accès au marché, c'est cette capacité d'accès au marché, de la compréhension des besoins. Et un deuxième point qui est important, c'est la capacité de structuration financière pour arriver à des projets qui soient viables sur le long terme. Sinon, globalement, si on prend l'ensemble des acteurs, on peut dire que des solutions technologiques pour répondre à la problématique d'accès à l'énergie existent et des sources de financement pour l'accès à l'énergie existent également. Ce qu'il faut faire, c'est le lien entre tout ça pour avoir des opérateurs qui ont une vraie compréhension de ce qui se passe au niveau des besoins, des personnes qui vont être les utilisatrices réelles des installations que l'on met en place. Je ne sais pas si on a encore d'autres questions. Comment évolue ça? On a répondu. Concurrents, on a répondu. Alors, sur la rentabilité. La question est, un proche m'a dit que ce type de modèle mettrait du temps à devenir rentable. Qu'en pensez-vous? Tout dépend de ce qu'on entend par devenir rentable, par rapport à notre modèle. C'est plus ce type de modèle par rapport à notre modèle. Nous, le modèle qu'on a construit est basé sur une recherche de rentabilité, puisque nos revenus s'appuient sur deux bases. Une première base qui est les revenus de location de l'agence et de gestion de l'agence par l'entrepreneur. Donc ça, c'est des revenus qui ont des besoins pour qu'ils soient mis en place, qui peuvent être plus longs, mais qui permettent d'avoir un revenu récurrent sur le plus long terme. Et l'autre volet important dans notre modèle, c'est la vente à proprement parler des agences dans le cadre de projets de développement ou, comme je disais, à des fonds d'infrastructure qui vont les acheter parce qu'ils vont les considérer comme un élément, la partie 1 d'un projet d'électrification rurale. Et ce projet d'électrification rurale qui va être positionné après l'installation de l'agence est un projet qui est piloté également par Beno. Donc, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur ces
sur ces deux piliers, hein, vraiment l'activité agence avec une recherche d'impact social d'un côté et de l'autre côté le travail important sur la structuration financière pour pouvoir avoir des fonds conséquents pour le modèle. C'est ces deux piliers-là qui vont porter notre activité. Souvent, quand on parle de... Et autre point, c'est qu'on a un modèle qui est quand même, je dirais, un peu différent des autres modèles, avec cette notion d'évolutivité et cette notion de réellement d'être un opérateur de services localement. Les autres modèles que je pense voir derrière sont plutôt des modèles qu'on appelle de retail ou de vente de petits systèmes qui demandent des besoins capitalistiques importants avant de pouvoir rentabiliser l'activité qui est derrière. Donc la notion de rentabilité est aussi pour fonction de rentabilité est-ce que c'est rentabilité aujourd'hui ou est-ce que c'est rentabilité dans une quinzaine d'années. Uber, par exemple, si on parle à aujourd'hui, n'est pas rentable. Dans plusieurs années, elle le sera parce qu'elle a un accès au marché, elle va accéder à un marché important. Et d'autres modèles sont dans une recherche de rentabilité à court terme qui va rester stable sur le long terme. Dernière. On entend beaucoup parler du programme CISO au Togo. Avez-vous un lien avec ou pourriez-vous en avoir un dans le futur? Alors, CISO c'est l'initiative présidentielle. Au Togo, initiative présidentielle avec la ministre des télécommunications et du numérique. C'est pas une initiative portée directement par le ministère de l'Énergie. Pourquoi? Parce qu'il concerne le premier point qu'on a évoqué dans la présentation, sur la segmentation, ça concerne les systèmes autonomes. Le projet CISO prévoit le déploiement de solutions d'électrification autonome pour les foyers, des petits kits solaires qui seront en partie financés par l'État dans toute une série de foyers, avec une recherche des acteurs qui vont pouvoir s'occuper de la distribution des panneaux. Entre autres, il y a Bbox, l'entreprise au UK qui s'appelle Bbox qui s'est positionnée dessus. Donc il y a ce point, il y a ce premier point là sur ce projet-là. Le projet CISO, pour nous, n'est pas un projet concurrent dans le sens où CISO s'adresse à un segment B2C, c'est-à-dire vraiment une clientèle de particuliers. Nous, on est quand même sur un modèle qui s'attache plutôt à une clientèle B2B, c'est-à-dire des entrepreneurs ou des entreprises pour valoriser l'énergie. C'est des personnes qui ont des besoins énergétiques plus importants. Les kits solaires sont une réponse d'urgence, une réponse de premier niveau. On considère que les solutions sur lesquelles on travaille visent une électrification pérenne et plutôt sur le long terme avec cette relation également avec les entités locales. Ensuite, comment on voit le futur avec le projet CISO? On considère que c'est quelque chose de très bien parce que ça va permettre de continuer à démocratiser cet accès à l'énergie en milieu local. Et on a, comme je disais tout à l'heure dans une des questions, on a un avantage fort, c'est-à-dire cette capacité d'accès au marché. Donc, il y a des acteurs qui peuvent venir avec des solutions techniques, mais nous, on peut, avec notre réseau d'agences et avec nos agents qui sont déjà formés, on peut se positionner comme des acteurs qui sont en capacité aussi de distribuer ce type de service. Donc, pour nous, il est toujours important de toujours équilibrer cette question d'impact et cette question de rentabilité financière. S'il y a un projet qui a du sens, qui s'installe au Togo et qui est porté, qui est sponsorisé par l'État, c'est quelque chose qui est très très bien. C'est quelque chose d'important parce qu'on va dans ce sens de la contribution à l'amélioration de l'accès à l'énergie des populations locales. Plus un dernier point, toujours lié à cette question peut-être un peu globale de concurrence, on ne l'a pas trop décrit sur le planning de déploiement, mais le Togo pour nous est un point de départ qui était important parce que c'est un petit pays et qui nous permet d'avoir un accès simple aux choses, que ce soit au gouvernement ou à d'autres sujets, mais un accès simple de manière globale. Mais nous avons des ambitions qui sont plus élargies et plus larges, qui visent à aller chercher d'autres pays de la sous-région, à commencer par le Burkina, qui est une de nos cibles prioritaires, étant donné qu'on a un partenaire aussi de la trempe ou de la qualité de ETD sur place, et déjà des premières études qui ont été réalisées par nos équipes sur le Burkina. Donc c'est une cible qui est importante pour nous. On réfléchit au Mali comme autre zone, et le Bénin et
et le Niger. Donc le Togo est un point de départ pour nous et un point important pour pouvoir se déployer par ailleurs. Je sais pas, je pense qu'on a encore des questions. Où et comment vous voyez-vous dans 10 ans? Alors Vincent, tu auras plus de cheveux blancs. J'aurai nettement plus de cheveux blancs. J'en prends. Moi, j'en aurai probablement aussi. Je commence à. C'est la question qu'on pose effectivement à toutes les startups. Peut-être qu'il y a deux types de réponses. Il y a une réponse qui est plus liée au fondateur et une réponse qui est liée à la structure Beno. Si je regarde une approche à long terme sur Beno et son activité, dans 10 ans, la problématique de l'accès à l'énergie ne sera absolument pas réglée. Donc, pour nous, on souhaite que Beno reste un acteur qui puisse contribuer à cette problématique de l'accès à l'énergie et que dans 10 ans, Beno soit un acteur en tant qu'opérateur de services énergétiques important en Afrique de l'Ouest. On parle bien de propositions de services qui soient autour de l'énergie et cette capacité d'accès au marché via un réseau franchisé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, là, si je parle plutôt de valorisation de la société ou des activités, le marché va se consolider au fur et à mesure. Là, on est dans une période où il y a beaucoup d'entités différentes. Mais dans 10 ans, l'objectif, c'est aussi d'avoir des investisseurs corporate, donc des acteurs importants de l'énergie qui puissent investir de manière importante dans Beno pour qu'elle puisse poursuivre son développement sur le territoire. Donc, on recherche aussi, dans 10 ans, pas obligatoirement à être le seul et unique acteur qui peut tenir tout seul. On est aussi réaliste par rapport aux réalités du marché, mais vraiment d'avoir un rôle important à long terme sur le déploiement de solutions d'accès à l'énergie. Et après, moi, à titre personnel, dans 10 ans, je souhaite rester dans le domaine de l'accès à l'énergie, que ce soit toujours autour de Beno, c'est mon souhait, ou que ce soit toujours en contribuant à cette notion d'impact social qui est très forte pour moi, étant donné que j'ai quitté le secteur bancaire justement il y a 10 ans, en me disant j'ai envie de réaliser, de faire des activités qui vont porter mes valeurs et qui vont porter mes propres ambitions personnelles. Et une question que je me pose à tous les jours, c'est que dans 10 ans, j'ai envie de pouvoir expliquer à mes enfants ce que j'apporte au quotidien dans mes activités. Un petit complément. Dans 10 ans, je ne nous verrai bien pas que en Afrique de l'Ouest. Oui, quand même. Le marché est grand d'un point de vue continental, déjà. Je nous verrai bien, oui, ayant franchi les frontières de l'Afrique de l'Ouest. Et à titre personnel, oui, Beno et son écosystème, sa façon de travailler et faire travailler ensemble des gens au profil professionnel et aux compétences variées. C'est une entreprise où il n'y a pas de silo, on ne met pas des ingénieurs tous ensemble, des financiers tous ensemble, mais cette richesse-là humaine qu'il y a dans Beno, où des ingénieurs, des gens plus développement territorial, des financiers travaillent ensemble à mettre en place un modèle pertinent. Je crois que cette culture de la mixité de compétences, elle a de l'avenir et moi je souhaite y contribuer encore dans 10 ans, malgré mes cheveux blancs. Alors, je pense qu'on n'a plus de questions depuis un petit moment, donc il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir participé au live, d'avoir tenu pendant ces 3/4 d'heure de discussion. Malheureusement, on n'a pas pu vous voir physiquement, mais on a pu voir vos questions et je suis certain que vous êtes nombreux aussi derrière à avoir pu noter des choses. Donc, si après cela, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à aller sur la plateforme WeSeed pour poser vos questions dans la page de commentaires. On essaye d'être très assidu pour pouvoir vous répondre. Et comme je disais à la fin, on est presque au bout de notre campagne. Ça a été challenging, ça a été difficile d'aller au bout parce qu'il faut vraiment être à droite et à gauche. Mais voilà, il ne nous reste que 30 000 € pour finaliser votre campagne. Donc, si vous étiez encore hésitant, j'espère qu'après ce live, vous ne l'êtes plus. Et si vous n'étiez pas hésitant, bah, vous savez quelles sont les démarches à faire pour arriver
au bout du paiement pour la campagne. Voilà. Merci Merci beaucoup. à tous. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.